Bonjour à tous et bienvenue. Si on parle beaucoup de burn-out aujourd'hui dans le monde du travail, on parle beaucoup moins de bore-out. Et pourtant, l'ennui au travail, puisque c'est de cela dont il s'agit, est une réalité pour beaucoup de salariés. 30% des salariés européens seraient touchés avec des conséquences qui peuvent être graves sur la morale, sur la santé de ceux qui subissent cette situation. Alors, je ne suis pas sûre qu'eux s'ennuient beaucoup dans leurs activités, mais je suis sûre en revanche qu'ils seront de bons conseils sur cette question. Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour Priscilla. Chef d'entreprise et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Ravi de vous revoir après cette pause estivale. Joseph Tounel, bonjour. Bonjour Priscilla, je remarque qu'après la pause, Jean-Eudes a toujours la même cravate. Et elle est très belle, vous pouvez la garder, Jean-Eudes, il n'y a aucun problème. Vice-président de la CFTC et peu fraternel en ce début d'émission, le ton est donné pour l'année. Alors, Jean-Eudes, le bore-out, ça existe. Depuis 2007, il y a même une définition qui explique ce qu'est ce phénomène. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Alors, le boring, c'est l'ennui. L'ennui qui touche les salariés. Et je ne suis pas sûr, il n'y a pas de définition officielle, mais par contre, il y a une reconnaissance, non pas du boring, mais de ce qui peut causer, ou de ce qui est la source du boring, c'est-à-dire une sorte de harcèlement. Parce que dans l'ennui, parce que to bore, c'est s'ennuyer, le terme, et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il faille attacher, enfin je pense qu'il faut prendre de la distance par rapport à ces chiffres de 30%, parce que si on demande aux gens... À un moment ou un autre, on peut toujours s'ennuyer dans son travail. Oui, mais on peut confondre le désintérêt pour le travail et l'ennui dans le travail. On peut avoir un désintérêt tout en étant très occupé. Et je ne suis pas sûr que ceux à qui on a posé la question puissent faire la différence. Mais peu importe de toute façon, car il y a une réalité, c'est qu'il y a des gens qui s'ennuient vraiment dans leur travail, qui sont désœuvrés et qui n'arrivent pas à donner du sens à leur travail, ce qui est une accumulation de raisons qui crée du mal-être. Simplement, je crois que l'ennui au travail peut trouver deux sources. Soit parce que le travail est ainsi fait, la tâche conduit à l'ennui, et ça, on peut y remédier un peu plus facilement. Mais l'une des raisons, ça peut être une volonté de l'employeur, par du harcèlement, de décourager le salarié de rester dans son poste, c'est-à-dire le pousser à démissionner. La cardisation, avec l'espoir qu'il y en a un qui lâche, en tout cas. Oui, mais pour moi, c'est un vrai scandale, ce genre de comportement. C'est du harcèlement, et puis c'est un déni de l'humanité de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le traiter comme une machine qu'on va mettre sur on ou sur off. Évidemment, une machine qu'on n'utilise plus, elle ne va pas s'user et puis on va pouvoir s'en débarrasser. Là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est une personne dont on parle. Alors, Joseph, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ce phénomène ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Non, parce que comme Joël l'a dit, il y a plusieurs facettes. Et on peut Vous êtes d'accord avec le fait qu'on peut, un travail peut manquer de sens et donc, absolument. C'est pas forcément de l'ennui. Et puis, c'est la différence, globalement, entre le volume de travail que j'ai réalisé et le nombre d'heures qui sont imparties. Mais ça me rappelle ma jeunesse. Mon premier travail, ça a été un travail d'été au ministère de la Culture, où j'ai été pendant un mois avec un ami. On est arrivé, on était encore lycéens, plein d'enthousiasme. On nous a donné des choses à classer. C'était tout bête. Il y avait des cartons, puis il fallait les classer. Alors nous, on s'est mis... Il fallait montrer que, voilà, on en voulait. Et à la fin de la journée, on montrait notre travail. Oh là là! Ah non, ça va. Non. Surtout pas, c'était le travail de la semaine. Et en plus, c'est bien fait. C'était à peu près ça. Non, il faut que... Non, c'est pas possible. Ralentissez le rythme. Et là, on nous a imposé de ralentir le rythme. Et là, on a commencé à vraiment s'ennuyer. Et donc là aussi, c'est aussi quelquefois l'organisation du travail, une mauvaise organisation ou une mauvaise appréhension du volume exact du travail par rapport aux possibilités de chacun. Alors, quel stagiaire ne s'est pas ennuyé, surtout quand on est lycéen, en général, on n'a pas des tâches forcément, on n'a pas de compétences particulières, qu'on n'a pas forcément des tâches très intéressantes. Je dis ça parce que moi, j'ai un peu la même expérience que Joseph. Mais j'aimerais savoir, il y a des secteurs, là, on parle des salariés, qui sont plus touchés. Alors, moi, je ne sais pas, je pense à des tâches répétitives, qui ne sont pas forcément dénuées de sens ou sans intérêt, mais manutentionnaire, agent d'accueil, gardien de nuit, par exemple. Moi, j'ai eu une expérience de stage aussi. Pendant mes études, j'ai fait un stage ouvrier chez Renault, dans la dernière unité très à la chaîne, c'était la chaîne de montage des moteurs de 4L. Je vous donne mon âge en disant ça. Et j'étais sur la chaîne et il y avait peut-être des centaines de personnes aussi. Et puis,
j'enfonçais des trucs, c'était comme dans les temps modernes, le vraiment. Fordisme, c'est vraiment complètement ça. Et puis pas loin de moi, il y avait une personne qui faisait, et puis il était là, je sais qu'il était là depuis de nombreuses années, à faire toujours la même chose. Le même geste. Le même geste, mais c'était tellement automatisé qu'il n'avait même pas besoin de regarder, au point qu'il s'était mis un pupitre devant lui, et il lisait des livres pendant qu'il travaillait. Alors lui, il faisait ce qu'on lui demandait, puisque finalement la chaîne n'était pas ralentie, donc il faisait effectivement ce qu'on lui demandait. Mais par contre, il profitait de ce temps potentiellement d'ennui pour se cultiver, pour se distraire en lisant. Ça m'a marqué, vraiment, c'était il y a 40 ans. Et ça ne veut pas dire que dans tous les postes au travail, on peut faire la même chose. Mais voilà un exemple de quelqu'un qui a pu compenser. Et son employeur l'a accepté, forcément, mais voilà. Alors, ceux qui sont les plus touchés, d'abord, ça dépend des secteurs, mais c'est généralement les jeunes cadres qui arrivent, plein d'ambition, qui veulent être très actifs et qui sont absorbés dans un univers où ils ont une déception et où ils commencent à s'ennuyer parce que leur ambition, en fait, ne correspond pas à ce qu'on leur demande. Et ce décalage fait qu'ils sombrent. Ils se heurtent comme un mur. Je ne pense pas, pardon Joseph, que ça soit véritablement de l'ennui. C'est de la frustration qui amène à une perte de sens. Oui. Parce que finalement, le plus grave dans tout ça, c'est la perte de sens. Et on peut perdre le sens sans s'ennuyer. Donc en fait, moi, le plus grave pour moi, c'est la perte de sens. Et on peut faire des tâches répétitives ou qui semblent de prime abord assez ennuyeuses, alors qu'elles ont un sens, et leur donner du sens. Je pense. Et du coup, et puis quand vous discutez avec des gens qui font métier comme garçon de café, serveur, etc., eh bien, beaucoup aiment le coup de feu, le moment où il y a le... Parce que c'est là, voilà. Alors ils n'arrêtent pas, c'est à la fois une difficulté, il faut avoir une attention soutenue. Mais en même temps, le temps passe très vite. Les périodes où il y a moins de monde, c'est là où il y a l'ennui. Et quand j'ai travaillé sur les marchés financiers à la bourse, quand on jouait à la marchande, à la criée, comme sur le marché aux poissons du Guilvinec, quand il y avait une activité boursière intense, c'était prenant. Et quand il ne se passait rien, on s'ennuyait. Mais c'était un ennui. Je veux dire, il y a des ennuis qui sont très construits, très remplis, parce que ça vient justement après les périodes intenses, et on ne pourrait pas tenir sur ce rythme-là. Parce que les périodes intenses, on a besoin de se donner à fond, et à un moment donné, la décompression... J'aimerais parler d'une situation où le salarié avait un périmètre de travail qui, parce qu'il y a eu une réorganisation du travail, peut être vidé. C'est-à-dire qu'il avait une tâche, et on lui a enlevé des responsabilités. Alors, ça dépend si on lui a enlevé de façon volontaire, ou si c'est pour... dans le bien de l'organisation, au bien de l'organisation. Mais je voudrais revenir finalement au fondamental, qui est le management. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans des émissions. Pour moi, manager, c'est permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Donc finalement, il y a une responsabilité de l'employeur qui, néanmoins, dans le cadre d'une organisation, même s'il ne l'a pas vu, a ôté à un salarié quelque chose qui était important pour lui, qui peut conduire à un certain désœuvrement, ou en tout cas, comme je disais tout à l'heure, la perte de sens. Mais si le manager a comme souci de permettre à tous ses collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes, il a la responsabilité d'aller vérifier que c'est bien le cas, c'est-à-dire que pendant son temps de travail, il donne le meilleur de lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps perdu, qu'il est en pleine possession de ses moyens pour réaliser ce qu'on lui demande, et en tout cas qu'il n'y a pas de gâchis. Ce que vous dites, c'est qu'après une restructuration au sein d'une entreprise, il est nécessaire d'accompagner les salariés dans leurs nouvelles tâches ou répartition des tâches ou périmètre de tâches pour s'assurer que le travail a toujours un intérêt pour lui. Ouais. Il faut ajuster. On est dans l'ajustement dans le dispositif, tout simplement. Ouais. Et puis, il y a ce qu'indiquait Jean-Eudes en début d'émission, la placardisation volontaire, c'est-à-dire comment faire craquer quelqu'un en lui retirant toute tâche, toute responsabilité. Et donc ça, c'est effroyable, c'est négatif. Ça a un petit intérêt que dans un certain nombre de cas, les gens se disent d'abord le traitement n'est pas acceptable. Et deux, puisque j'ai rien à faire, qu'est-ce que je peux faire? Et ça devient quelquefois d'excellents syndicalistes. Puisqu'on leur donne rien à faire, ils veulent s'occuper, ils vont s'occuper du bien commun et ils se disent mais il y a des besoins, parce que si l'entreprise me traite de cette façon-là, les autres aussi. Les meilleurs syndicalistes Donc je sont fais un appel à tous ceux qui sont placardisés, adhérez aux organisations syndicales, moi je vais vous donner du boulot.
On a déjà fait une émission sur ce qu'était un bon syndicaliste, mais on ne va pas refaire l'émission. Donc, parmi les bons, il y a les meilleurs aussi, c'est ça? Mais c'est difficile de parler. On parlait de burn-out, je parlais de burn-out en introduction. Le burn-out, on en parle de toute façon, le phénomène est connu et puis il commence à être quantifié et accompagné. Mais dire autour de soi qu'on s'ennuie au boulot. C'est la peur d'un jugement social. C'est terrible. Si je m'ennuie au boulot, c'est donc que je suis inutile, c'est qu'on me considère comme inutile, donc je ne vaux rien. Ou je ne sais pas prendre d'initiative, je manque de compétences. C'est une remise en cause. Mais déjà, avant d'aller le dire à l'extérieur, la première chose à faire pour le salarié qui s'ennuie, c'est d'aller le dire à son patron. Mais là, ce n'est pas forcément simple, parce que aller avouer qu'on s'ennuie, ce n'est pas naturel. En général, on a besoin de montrer le meilleur visage de soi-même. Donc là, c'est un aveu de faiblesse. Mais comme le disait saint Paul, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Et je pense qu'il faut oser aller dire à son patron, tu ne me fais pas faire tout ce dont je suis capable aujourd'hui. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'expérimenter, mais je pense que venir le dire simplement, à minima, c'est neutre, et dans le meilleur des cas, c'est pris en compte. Et cet aveu-là même renforce l'image du salarié qui vient dire, ben voilà, j'en veux plus, donne-moi plus. Voilà. Donc moi, j'encourage en tout cas les salariés à prendre leurs responsabilités parce que c'est de leur responsabilité aussi. C'est eux qui le constatent. Leur patron, s'ils le masquent, qu'ils ne s'ennuient pas, leur patron, il ne le saura jamais, donc il ne prendra pas de mesures. Et puis, finalement, c'est l'enfermement dans cet ennui qui va dégrader justement la qualité de son travail. Et pour le coup, il sera mis de côté, mais pour des raisons objectives. Ouais. Joseph, le mot de la fin. Il y a un retentissement sur la vie familiale. Si je suis mal au travail parce que j'ai trop de travail ou parce que j'en ai pas assez, ça a un retentissement ailleurs que dans la vie de l'entreprise. L'image de soi et forcément à l'extérieur. Merci à tous les deux. On ne s'ennuie jamais avec vous, je vous rassure. Hein. Voilà. Cette année commence bien sous de bons auspices. Merci à tous les deux. Merci également à vous pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site KTO TV, que vous la voyez chaque jeudi, mais que, comme je veux de me le rappeler régulièrement, elle est à disposition sur le site internet. Donc quand vous voulez, en fait. Merci à tous et à la semaine prochaine.